Mesdames, Messieurs, nous voici de retour encore une fois sur ce plateau. Docteur, on parlait avant la pause des moyens pour réduire le cancer du col de l'utérus. Oui, donc nous disons tantôt il existe plusieurs moyens donc des moyens pour réduire, n'est-ce pas, la survenue de ces cancers. Et l'un de ces moyens, c'est mettre l'accent sur la prévention. Et la prévention primaire va consister à vacciner les adolescentes âgées de 9 ans et au-delà qui ne sont pas encore sexuellement actives. Et pourquoi 9 ans? C'est par rapport à l'étude qui a été menée sur le vaccin. On ne peut pas utiliser ce vaccin avant 9 ans. Donc c'est la raison pour laquelle il est préférable donc de l'utiliser à partir de 9 ans, compte tenu donc de la maturité de l'adolescente. Et aussi, la sexualité, quand on regarde, c'est vrai qu'il y a des cas de viol, mais hormis ça, c'est à partir de l'adolescence que la sexualité peut commencer. Donc c'est pourquoi il est préférable de commencer cette vaccination à partir de cet âge-là. Donc de 9 ans à 13 ans, si l'adolescente n'a pas encore commencé cette pratique sexuelle, elle peut bénéficier donc de 2 doses. Après 13 ans, si elle est toujours sans activité sexuelle, elle peut bénéficier également donc de cette vaccination. En dehors donc de la vaccination, c'est les mesures hygiéno-diététiques et qui va consister à mener des sensibilisations pour que l'adolescente puisse retarder son premier rapport sexuel. C'est l'abstinence sexuelle. C'est l'abstinence sexuelle, puisque tout est en rapport avec l'activité sexuelle. Donc si l'adolescente peut retarder son premier rapport sexuel, cela permettra donc de diminuer, n'est-ce pas, la survenue de ces cancers. Et autre chose, c'est les moyens de protection qu'il faut utiliser à chaque fois qu'on a des rapports occasionnels. C'est très capital. Tout ça rentre dans la panoplie donc, de la prévention primaire. En dehors donc, de la prévention primaire, celles-là qui sont déjà sexuellement actives peuvent opter maintenant pour la prévention secondaire, qui est le dépistage. Le dépistage des lésions. Comment se fait le dépistage? Le dépistage, nous avons 2 procédés. Il y a le dépistage par le frottis cervical et le dépistage par l'inspection visuelle à l'acide acétique. Nous, on ne comprend pas tout. On ne comprend pas, ce sont des termes techniques. Oui. Le dépistage par le frottis cervical va consister à exposer le col. Le col, c'est l'entrée de l'utérus. Et on l'expose grâce à un matériel qu'on appelle spéculum. Donc, quand les femmes vont en consultation, vous voyez, les gynécologues, les prestataires, les professionnels de santé examinent le col en mettant quelque chose sous forme de bec de canard, que nous appelons spéculum. Ce que vous avez fait tout à l'heure. Voilà. Donc, c'est pour exposer le col, pour voir le col. Donc, c'est à ce niveau, au niveau du col, qu'on fait un petit prélèvement avec un petit matériel. Ce n'est pas douloureux. Et après le prélèvement, on étale le prélèvement sur une lame et on envoie ça au laboratoire pour lecture. Ça, c'est le frottis cervical. Et au bout de 2 semaines, 1 mois, on a déjà les résultats pour dire est-ce que nous avons la maladie avant le cancer ou nous avons déjà le début du cancer. Ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est l'inspection visuelle à l'acide acétique. On expose toujours le col avec le spéculum et on badigeonne le col avec une solution qui est de l'acide acétique. C'est une solution qui a été préparée à cet effet. Donc, quand on badigeonne le col avec cette solution, on attend 1 minute pour lire. La lecture va consister à regarder les taches blanchâtres qui vont apparaître au niveau du col. Donc, quand les taches blanchâtres apparaissent à un endroit précis au niveau du col, on se dit que probablement nous sommes devant une lésion qui peut évoluer vers le cancer du col de l'utérus. Donc, c'est la deuxième technique, la deuxième option donc, de dépistage, l'inspection visuelle à l'acide acétique et parfois couplée au Lugol. Tout ça, c'est à la vue, avec une lumière blanche. Et c'est l'option-là que nous faisons la promotion, si nous pouvons le dire, parce que la lecture, le résultat est immédiat. Et c'est un examen qui n'est pas douloureux, simple. Lecture immédiate et le traitement immédiat, avant donc que la femme ne parte. Si on constate qu'il y a un problème, une lésion précancéreuse, on traite la lésion avant que la femme ne parte. Alors que si c'est le frottis, il faut attendre 1 mois. Ça dépend. Plusieurs jours. Un temps d'abord avant d'avoir le résultat, avant donc de penser faire le traitement. Mais beaucoup d'études s'accordent sur un point. La plupart du temps, les patients africains ne sont diagnostiqués qu'en stade avancé de la maladie. Comment expliquer ce retard? Oui, le retard s'explique par le fait que le cancer du col au début n'a pas de symptômes.
lorsque la femme a ce cancer, au début, il n'y a pas de manifestation. On va à l'hôpital lorsqu'on est malade, on a les maux de tête, on a quelque chose. Mais lorsqu'on n'a rien, les gens conçoivent mal comment aller à l'hôpital dans ce cas. Alors que ce n'est pas bien. Il est quand même important pour ces cancers du col d'aller au moins une fois voir son gynéco ou bien son professionnel de santé pour qu'on puisse voir le col. Une fois l'année ou une fois le mois? Une fois l'année. En dehors, s'il n'y a pas de problème. Mais s'il y a d'autres problèmes associés, on peut toutefois aller au nombre de fois qu'on a le problème. Mais en dehors de ça, il est quand même important d'aller à l'hôpital une fois. Et d'autre part, c'est d'organiser son propre dépistage. Le dépistage, comme on l'a dit, quand on le fait une fois et qu'il n'y a pas de lésion précancéreuse, on renouvelle le dépistage 3 ans après. Donc il faut que la femme elle-même arrive à programmer, n'est-ce pas, ce dépistage personnalisé. Est-ce qu'on peut dire que les femmes africaines ou togolaises sont ignorantes de cette situation? Est-ce que ignorantes c'est peut-être trop fort, mais c'est qu'elles n'ont pas l'information. Elles n'ont pas l'information. Mais quand vous n'avez pas une information, vous êtes... pas l'information, donc comme ça, quand on n'a pas l'information, si on peut le considérer comme ignorante, voilà, c'est ça. Elles n'ont pas l'information et c'est un élément. L'autre élément, c'est la pudeur. Parce que se disent, bon, aller se mettre nu devant un prestataire, elles éprouvent certaines difficultés par rapport à ça. C'est pourquoi la patiente ou la cliente qu'on a interviewée, elle a dit de ne pas vraiment tenir compte de ça pour rester dans l'ombre. Parce que nous avons une approche. Ça nous met très mal à l'aise. Quand on est médecin, gynécologue, quand on est devant un cancer du col à un stade avancé qu'on n'arrive pas à traiter. Ça nous met très mal à l'aise. Alors qu'on avait eu peut-être le temps pour examiner, ou bien pour dépister la lésion précancéreuse et la traiter. Donc quand on n'arrive pas à le faire, ça nous met mal à l'aise. Donc c'est important également de faire une sensibilisation maximale, une sensibilisation rapprochée, pour que chaque femme ou bien chaque personne puisse avoir l'information nécessaire et prendre sa vie en main. Peut-être, docteur, ces femmes ont raison, parce qu'il y a des sages-femmes, mais elles sont peu nombreuses, les femmes gynécologues. Oui, mais est-ce que dans votre structure, il y a la pudeur dont vous parlez? Est-ce qu'on peut donner raison à ces femmes? Parce que quand on est malade, est-ce qu'on regarde encore ces aspects? Non, on ne regarde plus ça. Donc c'est pour dire qu'il faut qu'on dépasse cela. La santé, on met la santé au centre. Puisque si on veut rester croiser les bras par rapport à ça, on arrivera à un stade où on ne pourra pas évoluer. Et on ne peut pas aussi dire qu'on ne va plus former les hommes gynécologues et former seulement que les femmes. J'ai une autre question, docteur. Est-ce que les structures de soins spécialisées en cancérologie sont suffisantes au Togo? Les structures suffisantes, je peux dire non, parce que c'est un peu difficile. Et le Togo ne s'arrête pas seulement à Lomé, c'est toute l'étendue du territoire. Et quand nous prenons la cancérologie, c'est une spécialité avec toutes les infrastructures, le personnel adéquat. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas assez d'oncologues, que ce soit oncologue médical ou oncologue chirurgical, il n'y en a pas assez. Les structures? Il n'y en a pas d'abord assez du personnel et les structures, il n'y en a pas aussi. C'est seulement au CHU, Sylvanus Olympio, qu'on peut trouver ces structures, mais quand on va un peu à l'intérieur, il n'y en a pas. Et ce personnel déjà insuffisant, est-ce qu'il est qualifié? Le personnel insuffisant est qualifié. Il y a quand même des oncologues chirurgicaux, des oncologues médicaux qui sont qualifiés. Mais c'est qu'ils sont seulement à Lomé. Ils ne sont pas à l'intérieur, alors que les maladies cancéreuses, c'est sur toute l'étendue du territoire. Donc il serait quand même important qu'il y ait des unités d'oncologie au niveau de chaque région si c'est possible. Et comment expliquez-vous cette situation? Comment expliquons-nous cette situation? Il faut noter que de façon générale, en matière de santé, il y a certaines spécialités qui sont un peu ignorées, si je peux le dire, d'une part, et où, compte tenu du plateau technique, ne pousse pas les médecins à se spécialiser. Parce que rien ne sert de faire la spécialisation et revenir et ne rien faire. Donc c'est au fait ça. Si on regarde un peu de par le monde, il y aurait tellement les Togolais qui sont oncologues, mais qui ne sont pas au Togo. Donc une des stratégies également, c'est de voir dans quelle mesure on peut développer les unités d'onco sur toute l'étendue pour que l'oncologie ait sa place totalement.
Dans un contexte d'absence ou d'insuffisance de couverture sociale, est-ce que les raisons financières ne peuvent pas être aussi à l'origine du retard en matière de diagnostic de cancer du col de l'utérus? Le retard, les moyens financiers, ça peut également contribuer, mais le premier facteur, la première raison, c'est que la maladie au début n'a pas de manifestation. La maladie au début n'a pas de manifestation clinique. Maintenant, la deuxième raison, c'est que quand même ça commence par se manifester, les malades ne viennent pas à l'hôpital. Parce qu'ils craignent peut-être... Voilà, elles préfèrent gérer ça à l'indigénat et espérer trouver une meilleure solution par là. Et ça qui complique encore le tableau. Et ce qui fait qu'ils ne viennent pas aussi à l'hôpital. L'autre problème, c'est que lorsque même ils viennent et qu'on fait le diagnostic à un stade très avancé, le plateau technique n'est pas suffisamment bien garni pour pouvoir les prendre en charge. Donc il faut les référer et les envoyer dans les pays voisins où la prise en charge est tellement lourde et avec toutes les conséquences que nous connaissons. Et donc, comment le Togo se mobilise? C'est pourquoi nous pensons, nous lançons un appel où nous faisons un plaidoyer dans ce sens pour que, dans un premier temps, qu'on puisse subventionner la prise en charge des cancers gynécologiques et mammaires de façon générale. Parce que c'est important. Quand on regarde un peu le coût de la prise en charge du cancer, c'est difficile pour la bourse du Togolais moyen. Donc si l'État arrivait à subventionner la prise en charge de ces cancers, ça pourra soulager, n'est-ce pas, la population, la famille, la femme qui souffre. Puisque quand on prend le cancer, c'est une maladie grave qui tue lentement et méthodiquement, avec beaucoup de douleur. Donc lorsque nous sommes déjà à un stade très avancé, c'est que la femme va souffrir, c'est que la mort n'est pas là, imminente, mais c'est que c'est progressif et très douloureuse. Donc s'il y a cette subvention, ça va soulager un peu ces femmes qui en souffrent et ça permettra quand même de mourir avec une bonne qualité de vie, si on peut le dire ainsi. La deuxième doléance, c'est rendre disponible la radiothérapie. La radiothérapie aujourd'hui, elle n'existe pas encore au Togo. Dans les pays, il y a ça dans certains pays. Donc si certains pays ont pu l'avoir, c'est possible aussi que le Togo puisse l'avoir pour soulager, n'est-ce pas, les femmes qui ont ces problèmes-là et qui ont besoin donc de se faire traiter. C'est un peu capital. Et autre stratégie, autre doléance, c'est que si c'est possible de mettre en place des moyens de prise en charge, le matériel de prise en charge des lésions précancéreuses. Parce que le matériel de prise en charge n'est pas encore disponible dans toutes les régions. Donc c'est dans certaines structures seulement qu'il y a ce matériel-là. Donc si c'est possible de rendre disponible ce matériel dans chaque région, cela permettra quand même de maximiser de réduire voilà, le nombre de victimes et traiter les lésions précancéreuses et éviter l'évolution vers les cancers. Donc il faut vraiment faire l'accent sur la prévention. La prévention. Mais quand faut-il consulter? Il faut consulter. Toute femme peut consulter. Il ne faut pas attendre un mal pour consulter. Toute femme en bonne santé peut consulter pour demander le service de dépistage. Et lorsqu'on fait le dépistage qu'il n'y a pas de lésion, on le programme pour 3 ans. Vous comprenez? Donc c'est comme ça. Mais quand on ne consulte pas, ou si on attend un malaise avant de consulter, c'est déjà tard. Une douleur. Parce que quand on regarde un peu les manifestations du cancer du col, lorsqu'on a déjà des manifestations, c'est que nous sommes déjà à un stade avancé. Et ces manifestations peuvent être soit un saignement génital lors des coïts ou lors des toilettes intimes, malgré qu'on interdit les toilettes intimes aux femmes, mais certaines femmes en le font. Donc les saignements qui surviennent à ces moments peuvent être en rapport avec le cancer du col. Ou soit c'est un saignement qui perturbe les règles. Ça perturbe carrément le cycle menstruel. Et les règles qui duraient peut-être 3 à 6 jours vont peut-être être 2 semaines, voire tout un mois. Ça peut être en rapport avec le cancer. Donc lorsque nous sommes devant ces manifestations cliniques, c'est que nous sommes déjà à un stade très avancé. Et il faut aussi dire, ce que je dis, ce n'est pas forcément le cancer qui donne ces manifestations. Donc il ne faut pas penser que quand on saigne anormalement, c'est forcément cancer, non. Mais il faut se faire consulter pour qu'on puisse voir concrètement ce qu'il y a. Mais il ne faut pas attendre ces manifestations avant de consulter. C'est mieux de venir tôt consulter, faire le dépistage et programmer ce dépistage personnalisé.
Quelles sont les incidences de cette maladie sur le développement de notre pays? Les incidences sont énormes. Parce que vous savez que quand la femme, qui est le centre de tout développement, quand cette femme souffre, c'est que toute la communauté empathie. Une femme qui souffre, ce n'est pas elle seule qui souffre, c'est toute la famille. Ses enfants empathissent. Donc du coup, localement, si une seule femme, c'est toute une grande famille qui est concernée. Et donc si nous avons plusieurs femmes comme ça dans le pays, plusieurs grandes familles qui sont là, donc vous convenez avec moi que tout est arrêté à un moment donné. Et ça fait vraiment dépenser. La prise en charge du cancer fait dépenser. Et au finish, on n'a pas un bon résultat. Puisque la fin, c'est le décès. Et surtout que c'est un stade avancé. Donc c'est pourquoi, dans ce développement, il faut que la femme même se prenne en charge. Il ne faut pas attendre qu'une manifestation vienne, ou bien il ne faut pas attendre avoir un mal avant d'aller à l'hôpital. Et les hommes doivent aussi soutenir les femmes, à les inciter à pouvoir aller se faire dépister. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, le cancer du col nous donne vraiment du fil à retordre. Du temps pour vraiment le dépister tôt et le prendre en charge pour éviter qu'il ne survienne. Pour finir rapidement, docteur, les Nations Unies ont signé dès 2011 une déclaration visant à réduire le nombre de morts prématurées dues au cancer de 25% d'ici à 2025. Est-ce que le pari, est-ce qu'il est prêt d'être égalé? Le pari peut être égalé si les actions qui sont prévues se mettent vraiment en œuvre. Et comme je l'ai dit, c'est pour cette raison qu'il y a eu un plan national, un plan stratégique national de lutte contre le cancer du col. Et dans ce plan, plusieurs actions ont été développées. Et c'est dans ce processus que l'ATBF s'inscrit en faisant ce que nous faisons déjà sur le terrain, le dépistage et la prise en charge des lésions précancéreuses. Nous pensons que le ministère va continuer ce qu'il a déjà entamé pour que d'ici 2025, vraiment, ces chiffres-là, ou bien ce taux-là, soit vraiment atteint. C'est la fin de cette émission. Merci, docteur Sylvain Mborté-Bingo, d'être passé sur ce plateau. Vous êtes gynécologue, obstétricien de l'Association togolaise pour le bien-être familial, ATBF. Merci également à vous qui êtes restés à notre compagnie. À bientôt sur votre chaîne. Merci.